Voilà, je crois que c'est parfait. Donc, bonjour. Donc, en fait, pour changer des mines, je vais vous parler des oiseaux. Alors, pour évaluer la biodiversité, souvent les oiseaux sont considérés, sont utilisés comme des espèces indicatrices, car elles intègrent parfaitement les changements de notre environnement. Alors, pour ce faire, il est d'usage d'évaluer leurs effectifs, leurs tendances évolutives dans le temps et également leur répartition géographique. Alors pour illustrer cette importance qu'ont les oiseaux dans les études environnementales actuelles, donc j'ai choisi la famille des colombidés, qui est une famille d'oiseaux très banale, donc des espèces communes pour la plupart. Et je terminerai par une petite focale sur une espèce européenne, la tourterelle des bois, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, comme il a été dit en présentation. Alors, la famille des colombidés, ça c'est un petit rappel zoologique. Donc, cette famille regroupe 300 espèces réparties dans le monde entier, réparties en 42 genres. Ces espèces, en général, ont des caractéristiques, c'est-à-dire que vous avez des petites espèces qui peuvent peser une trentaine de grammes, comme la colombe à queue noire, ou bien des grosses espèces pratiquement terrestres, comme le pigeon couronné, qui vit dans les îles des Nouvelles-Hébrides et en Indonésie. Une autre caractéristique des colombidés, c'est d'avoir, alors là je suis toujours dans la zoologie et je m'en excuse, c'est d'avoir pratiquement des plumages identiques entre mâles et femelles, sauf exception pour quelques espèces. Et enfin, une caractéristique dans le monde des oiseaux, c'est que les parents peuvent nourrir leurs petits au nid avec un lait de jabot, qui est donc une production très riche, qui est produite par les cellules de l'œsophage des oiseaux. Une autre caractéristique de ces colombidés, c'est d'avoir une taille de ponte très réduite, c'est-à-dire en moyenne 2 œufs par ponte, ce qui est très faible dans le monde des oiseaux. Par contre, cette faible taille des pontes est compensée par, disons, la possibilité de faire plusieurs pontes dans l'année, donc d'avoir plusieurs tentatives de reproduction. Alors, comme vous le voyez ici, ces espèces sont réparties sur l'ensemble de notre planète, mais plus particulièrement dans les zones tropicales et les zones tempérées, et elles sont absentes notamment de l'Arctique et bien sûr de l'Antarctique. Une autre caractéristique chez les colombidés, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que ces espèces-là, en général, sont très grégaires, c'est-à-dire ont besoin de vivre en grands groupes avec des relations sociales pour pouvoir effectuer leur comportement et leur reproduction annuelle. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ces descriptions zoologiques assez primaires. On va passer à des choses plus intéressantes dans l'esprit de la biodiversité, de la conservation de nos espèces au niveau mondial. Donc, il existe un classement au niveau international qui est géré en quelque sorte par l'Union internationale de conservation de la nature, qui remet à jour les listes des espèces au niveau mondial d'oiseaux et qui les classe en catégories. Ici, vous avez toutes les classes possibles. La pire étant effectivement la catégorie éteinte, c'est la blacklist et la zone noire. La liste rouge qui constitue les espèces menacées, c'est-à-dire qui sont en danger de disparition pour la plupart, et la liste verte à gauche qui sont les espèces plutôt en bon état de conservation. Donc parmi nos 300 espèces de colombidés, 14 espèces actuellement sont éteintes au niveau mondial, c'est-à-dire ça représente 4% des espèces. 19% sont menacées, et donc les rouges, et 64% des espèces sont en préoccupation mineure. La plupart des problèmes rencontrés actuellement pour les colombidés au niveau mondial sont en fait leur insularité, c'est-à-dire ces espèces, pour la plupart qui sont menacées, vivent sur des îles, donc sur des petites surfaces, sans échange possible avec d'autres populations. C'est ce qui fait qu'elles sont classées, par exemple, en rouge dans cette catégorie UICN. Donc, je vais prendre un exemple donc, américain sur une espèce donc, qui a disparu. Donc, c'est le pigeon migrateur. En français, c'est la tourte voyageuse des Canadiens.
en fait, qui s'est éteinte en 1914 de façon triste, le dernier individu étant mort dans le zoo de Cincinnati à cette date-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette espèce-là était très abondante au XXe siècle et à la fin du XXe siècle et au XIXe siècle, pardon, et il était, disons, coutumier d'avoir des vols qui pouvaient obscurcir carrément le ciel pendant leur passage, qui pouvait durer plusieurs heures. Un vol a été estimé à 2 milliards d'oiseaux, donc au XIXe siècle, dans les années 1860, pour vous montrer l'importance de cette espèce, l'abondance dans toute l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Donc, elle s'est éteinte très rapidement en quelques décennies, et je pense que c'est bon de rappeler les causes. Tout d'abord, c'est une espèce qui a un faible taux de reproduction. Chaque couple pondait un œuf, donc c'est un recrutement en jeunes individus qui est très faible. Ensuite, il y a eu une chasse effrénée, même par notre célèbre ornithologue Audubon, qui est donc un franco-américain, et qui est l'auteur de cette planche magnifique de cette espèce disparue. Et il n'était pas rare d'avoir des tableaux de chasse qui, pour un seul chasseur, pouvaient dépasser les 30 000 individus en une seule saison de chasse, pour vous montrer l'importance des destructions qui étaient effectuées. Et il faut dire que les agriculteurs aussi s'inquiétaient beaucoup de la pullulation de ces pigeons, car cela occasionnait des dégâts aux cultures. Donc les trois causes, faible taux de reproduction, chasse, fort grégarisme, ont sûrement été les causes d'extinction de cette espèce. Et là, il faut bien dire que c'est une situation irréversible. Alors là, je vais vous donner un exemple d'une espèce en danger critique d'extinction, c'est-à-dire qu'elle est toujours existante. Cette espèce, elle est présente en Polynésie française. Il reste actuellement 5 îles sur lesquelles cette petite colombe, la gallicolombe érythroptère, est présente. Et il resterait environ moins de 200 individus actuellement au monde, ce qui explique la classification en CR de cette espèce. Donc actuellement, un plan d'action dirigé par BirdLife International et par l'association Manu en Polynésie française assure un plan de restauration. Disons que l'objectif principal étant de dératiser, c'est-à-dire d'éliminer les rats qui sont considérés comme une espèce invasive et dangereuse pour l'espèce dans les îlets où l'espèce est encore présente. On va quand même passer une espèce en meilleur état de conservation, ce coup-ci. Donc ça, c'est la tourterelle triste en Amérique du Nord, donc qui, elle, n'a pas suivi du tout le chemin du pigeon migrateur, heureusement. Et ce qui est intéressant dans le suivi de cette espèce, en fait, c'est le monitoring qui a été mis en place pour mieux connaître cette espèce et lui assurer un avenir correct, c'est-à-dire mettre en place des plans de gestion. Donc, ça concerne le Canada, les États-Unis et le Mexique, principalement, le Mexique étant plus une zone d'hivernage. Donc, le monitoring a été mis en place à la fois par les Américains, donc par l'US Fish and Wildlife Service, je n'ai pas la traduction française, vous m'excuserez, et le Service canadien de la faune sauvage, qui assure tous les ans un comptage par point d'écoute, qui leur permet d'avoir un nombre de mâles chanteurs par point d'écoute, qui est le meilleur indicateur de l'abondance de la population en Amérique du Nord. Donc, ce monitoring permet non seulement d'avoir une abondance relative et son évolution dans le temps depuis les années 1960, mais aussi d'avoir une abondance relative au niveau géographique et notamment une modélisation par décade de l'évolution de cette espèce à partir des points d'écoute dans toute l'Amérique du Nord. Donc là, c'est une animation par décade, très faible au début, et on termine dans la dernière décade du XXe siècle par effectivement un meilleur état de conservation. Alors, cette espèce fait l'objet d'une chasse importante aux États-Unis en particulier, avec des prélèvements qui sont quand même estimés à plusieurs millions d'individus. Il y a 10 ans, c'était à peu près 17 millions d'individus. Mais ce prélèvement est calculé en fait en fonction de l'abondance de l'espèce. Il y a des normes très strictes qui sont établies par les services de la faune sauvage pour contingenter et définir des quotas par chasseur et par État. Enfin, nos colombidés, bien sûr, il y a la relation avec la chasse et des destructions qui vont vous apparaître effectivement massives, mais dans certains cas, notamment en Amérique du Sud, et c'est le cas notamment en Argentine, en Uruguay, certaines espèces comme le pigeon de tigré, si présent, occasionnent des dégâts
aux cultures et de ce fait l'objet de destruction, je dirais, massive du fait de son statut d'espèce nuisible. Alors, pour l'instant, ces destructions massives n'entraînent pas de menace quant à l'avenir des espèces. Et je vais terminer cette présentation sur les colombidés par un petit clin d'œil quand même à la domestication du pigeon par l'homme, à savoir que les espèces de colombidés ont été domestiquées par l'homme depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est cette espèce, le pigeon biset, qui est à l'origine, en fait, qui est omniprésent dans le monde et qui est une espèce même maintenant commensale de l'homme. C'est le pigeon de ville classique et qui a servi de base à toutes les espèces domestiques. Les espèces domestiques se déclinant en pigeons de chair pour la consommation humaine, en espèces ornementales, et effectivement d'une troisième catégorie bien connue par le grand public, qui est donc les pigeons voyageurs, qui servaient donc pour la transmission de messages encore pendant la Première Guerre mondiale en Europe. Donc l'homme et le pigeon, comme le disait un célèbre auteur en Europe, un ornithologue, donc c'est aussi une longue histoire émaillée de mythes et de légendes. C'est très complexe les relations entre l'homme et les colombidés. En tout cas, je voudrais terminer cette présentation générale sur les colombidés, surtout pour rappeler la réversibilité du statut d'une espèce qui, alors qu'elle apparaît abondante, peut très rapidement, en quelques dizaines d'années, disparaître. Ça a été le cas du pigeon migrateur en Amérique du Nord. Et de rappeler que ces espèces, pour beaucoup, font l'objet d'une chasse passionnelle et qu'elles occasionnent également des conflits avec les agriculteurs. Donc maintenant, je reviens en Europe et je reviens dans mon pays, la France, pour vous parler de la tourterelle des bois qui fait partie des 5 espèces présentes dans notre pays. Et à ce titre, je vais simplement citer une contribution de mon équipe à l'époque, donc ça c'était en 2013, pour, disons, contribuer à une meilleure connaissance des voies de migration de la tourterelle des bois en utilisant une technologie moderne. Donc, cette tourterelle des bois, elle a été déclassée d'un statut de conservation en bon état à un statut vulnérable par l'UICN que je vous ai présenté tout à l'heure, donc ça en 2015. Et si cette espèce a été déclassée et classée en vulnérable, ce qui montre qu'il se passe quelque chose de grave pour l'avenir de cette espèce, c'est tout simplement parce que la tendance évolutive que vous voyez ici sur le graphique du bas donc, est très mauvaise, à savoir que l'espèce a décliné de 80% en 35 ans au niveau de l'Europe. Cette espèce se reproduit dans toute la zone jaune, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie de l'Ouest, ainsi que l'Afrique du Nord, pour aller hiverner au sud du Sahara. Donc, une caractéristique est le caractère migrateur strict de cette espèce, puisqu'aucun individu ne reste dans la zone de reproduction située en Europe et en Afrique du Nord. Toutes, en hiver, vont passer la mauvaise saison au sud du Sahara, ce qui complique un peu nos moyens d'études sur cette espèce, parce qu'en Europe, on peut encore mettre en place des actions, mais sur l'Afrique subsaharienne, cela est beaucoup plus compliqué. Donc, notre idée a été d'étudier de façon plus sérieuse la migration sur cette espèce. Et pour ce faire, on a capturé des oiseaux sur leur zone de reproduction dans une forêt située dans l'ouest de la France. Et nous avons posé donc des balises Argos. Balises Argos qui sont en fait des petits émetteurs-récepteurs en quelque sorte, des balises, le même principe qu'utilisé en navigation marine, qui sont posés sur l'oiseau et qui permettent aux satellites de géolocaliser les oiseaux régulièrement. Donc celles-ci pèsent 5 grammes de façon à ne pas dépasser 5% du poids de l'oiseau pour ne pas le gêner au cours de sa migration. Elles sont fixées à l'aide d'un harnais comme un petit sac à dos. Elles se rechargent pendant 48 heures et pendant 10 heures, elles émettent des localisations. Donc voilà, la première tourterelle équipée d'une balise Argos pour laquelle en Europe nous avons pu avoir le chemin complet de sa voie migratoire, c'est la fameuse tourterelle appelée Marcel, donc dont vous avez le périple complet en rouge ici, sur un cycle annuel. Donc départ en fin d'été 2013 après la reproduction, donc c'est ce qu'on appelle la migration post-nuptiale en rouge, avec 2 étapes ici en Andalousie, dans l'Espagne du Sud. Ensuite, une traversée du Sahara avec
des pauses pendant la journée pour éviter les fortes températures et départ ensuite pendant la nuit qui suit, une halte migratoire dans le sud de la Mauritanie, ensuite une zone d'hivernage pendant 2 mois. Notre tourterelle Marcel a séjourné le long du fleuve Sénégal, dans cette zone-ci, puis il y a une translation, un glissement vers le bassin du Niger au Mali, donc au sud de Bamako, où là l'oiseau est resté 4 mois dans une zone de rizière, puis il a fait sa migration prénuptiale, c'est-à-dire son retour vers la France, donc à partir du 20 avril, avec une étape au Maroc ici au pied de l'Atlas pendant une dizaine de jours, et un retour assez rapide vers la forêt de Chizé, sa forêt d'origine, pour y arriver, disons, vers le 10 mai. Donc en fait, pour résumer, une tourterelle, espèce migratrice, va vivre 4 mois en France ou en Europe de l'Ouest pour se reproduire. Il va lui falloir pratiquement 1 mois pour effectuer les 4000 km qui vont la conduire vers sa zone d'hivernage, où elle va rester pendant 6 mois, puis un retour en une vingtaine de jours pour les 4000 km vers la zone de reproduction, donc fin avril, début mai. Donc ceci est un cas isolé, c'était la première fois qu'on réussissait ce suivi sur un oiseau de cette taille-là. Ensuite, ça a été répété l'année suivante sur 2 individus et la 3e année sur une vingtaine d'oiseaux équipés de balises, de façon à avoir une vision beaucoup plus nette de la voie de migration. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était de connaître les zones de stationnement, les haltes migratoires, c'est-à-dire pendant la migration, la zone d'hivernage avec précision pour essayer de développer, pourquoi pas, des mesures de conservation. Donc voici ici tous les spots, tous les points jaunes, pardon, sont les zones d'hivernage, donc à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie, et également au cœur du Mali, jusqu'au delta intérieur du Niger, près de Mopti. Donc toutes ces zones-là, étalées sur à peu près 2000 km, nous donne une idée des besoins de cette espèce pendant ces 6 mois d'hivernage. Donc ça, c'était très important. C'est une chose qu'on ne connaissait pas pour l'instant. L'autre élément important de cette étude, ça a été de repérer tous les petits points verts et jaunes sont en fait des zones de stationnement pendant la migration, c'est-à-dire une zone pendant laquelle l'oiseau va rester plusieurs jours pour se nourrir, reconstituer ses réserves et ensuite repartir en migration. C'est indispensable pour effectuer des vols aussi longs. Et donc ces points-là, pour la plupart, se situent effectivement au sud de l'Espagne, qui est également une zone très chassée où il se prélève à peu près 400 000 oiseaux à chaque saison de chasse, ce qui pose un problème pour l'avenir de cette espèce. Donc en conclusion, c'était juste pour vous illustrer à quoi peut servir une étude scientifique, en particulier avec une technologie moderne pour mieux connaître les voies migratoires de cette espèce. En fait, cette étude nous a permis de développer une collaboration scientifique au niveau France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, pour mieux connaître l'évolution de cette espèce à tourterelle des bois en Europe occidentale et d'enclencher la mise en place d'un plan de gestion européen à l'échelle de l'Union européenne qui va se traduire, plan de gestion, par une restauration des habitats de reproduction, c'est-à-dire surtout un problème de haies, reconstituer des haies correctes dans nos zones agricoles en Europe de l'Ouest, mais également mettre en place une chasse adaptative, c'est-à-dire une chasse respectueuse en quelque sorte des effectifs et une chasse qui soit comme en Amérique du Nord pour la tourterelle, pour le pigeon, la tourterelle triste, pardon, qui soit une chasse organisée, c'est-à-dire avec des quotas de prélèvement pour ne pas mettre en péril l'espèce. Donc tout cela est en train de déboucher sur un plan d'action international en corrélation bien sûr avec l'Afrique, puisque les oiseaux passent plus de la moitié de leur temps dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais également, cela n'est pas simple, par exemple au niveau national, donc en France, cette année, on a eu pas mal de conflits entre protecteurs et chasseurs, les protecteurs demandant instamment l'interdiction de chasse de cette espèce, alors que les chasseurs, de leur côté, voulaient continuer à la chasser avec des quotas très réduits. Mais malheureusement, pour les chasseurs,
le gouvernement a tranché et donc la chasse a été suspendue pour la saison de chasse à la grande joie des protecteurs et également sûrement pour le bénéfice de cette espèce qui a bien besoin d'une pause si elle veut reconstituer ses effectifs. Voilà, je vous remercie de votre attention et souhaitons bonne chance à nos tourterelles.